Bonjour. Alors, le lieu que j'ai choisi pour le parloir, c'est un lieu assez romantique. Il y a des échos bizarres et il y a une nature, une vue sur la mer imprenable. Je suis dans les îles. Il y a partout des sapins. Voilà, les arbres chantent avec les dernières feuilles en novembre. Tout est en couleur de novembre, comme dans les poèmes en général de Georges Trakl. Oui, je voudrais commencer par Georges Trakl et de cet esprit de début du XXe siècle. Je suis d'ailleurs dans un endroit du dernier siècle, de last century. Vous savez, j'aime cette expression. Je suis dans last century. Je suis dans un sanatorium complètement vidé, désaffecté depuis longtemps. Et c'est un monument à la mémoire des malades de tuberculose. C'est un monument vide. Je me suis promené presque dans toutes les chambres. J'ai pris quelques photographies. Alors, j'ai choisi ma chambre à moi pour parler. Donc, comme je vous avais dit, je parle dans les couleurs pourpres de novembre, selon les vers de Georges Trakl. Alors, j'ai oublié beaucoup de vers que j'avais mémorisés, j'avais appris par cœur de Trakl. Mais ces couleurs de novembre, dans ce jour de novembre où je suis endimanché et j'ai trouvé mon lieu d'exil dans un sanatorium, ça va très bien avec Trakl. Voilà, il y a des chants des oiseaux, les oiseaux de présage, de mauvais augure, et il y a quelque chose de prémonitoire dans l'air. Oui, les corbeaux, c'est de Van Gogh plutôt. J'ai difficilement calmé les chiens qui aboyaient et protégeaient les lieux, mais les corbeaux sont de Alfred Hitchcock ici. Alors, faisons un peu de la dramaturgie ce matin. Si les corbeaux sont à Alfred Hitchcock, alors je suis dans une tour d'église, effectivement dans une tour de sanatorium, avec une vue imprenable, bien sûr. Alors enfin, dans la littérature, quand on dit sanatorium, on pense plutôt Thomas Mann et son montagne magique. Alors, ici, il y a 3 étages. C'est un bâtiment en longueur assez large. Dans les chambres assez aérées, il y a 2 garde-robes. Il n'y a aucun lit, mais je suppose que les chambres sont au moins pour 2 personnes. Il y a des chambres au 3e étage pour 4 personnes. Et j'ai compté en total 100 personnes peuvent héberger ici, avec les infirmiers, bien sûr. Ça devrait être également un joli lieu de stage pour les nouveaux médecins, parce qu'ici, je trouvais plein de thèses de spécialisation en médecine, tout concerne tuberculose. Et j'ai songé aussi Laurence Durel de l'Égypte, n'est-ce pas? Pendant la guerre, toute la société européenne s'était rassemblée dans une sorte de sanatorium en Alexandrie, en Égypte. C'était un bon air. Les nouvelles venaient rarement. Moi, si je ne lis plus les informations, sauf quelques épisodes, je m'isole pour ne pas entendre les informations actuelles.
Donc, on est en guerre, je suis dans un sanatorium, enfermé, tout va bien, tout est normal, et comme last century. J'ai visité les sanitaires aussi, il y a des closettes à la turque, mais je n'ai pas trouvé de douche. C'est bizarre quand même, il y a tant de personnes, mais je ne suis pas descendu au sous-sol. Il peut y avoir une chambre à part, mais quand même, dans les chambres, il n'y a pas de douche, et dans les étages, il y a plusieurs points de WC, mais il n'y a pas de douche. Ça me paraît bizarre. Oui, je suis venu ici pour me rétablir. Je ne sais pas comment je vais en sortir. Je ne vais pas te lire pour passer du temps. Je devrais parler un peu plus. Oui, oui, in last century, il y avait une explosion de tuberculose. Oui, dû aux guerres et les enfants qui sont nés des parents qui ont vu des guerres. Bon. Et on ne connaissait pas aussi les dangers de fumer ni de l'alcoolisme. Et oui, Said Faik est grand écrivain pour moi de cette île. Alors l'expression station balnéaire va très bien ici. D'où vient cette expression de balnéaire? Bal. Bal. Oui, ça peut venir de l'Allemagne, que la ville est Baden, oui, Baden-Baden, ça veut dire, voilà, je cherchais des douches et j'ai trouvé des Baden-Baden, 2 fois hammam turc. Voilà, bal, c'est autre chose, en fait, balnéaire, c'est autre chose. Voilà, en été, depuis très très longues années, je me suis baigné dans cette île même, au début de septembre. C'était première et dernière fois. Et puis maintenant, il fait frais quand même, mais doux, très doux. C'est pour ça que je suis là, dans le Palois. Ah oui, j'ai oublié de donner le nom de l'île. Il y en a plusieurs ici. Je ne suis pas dans le principe. Leurs noms sont en grec. Je ne suis pas dans l'île principale, la plus grande. C'est vraiment une station balnéaire très chic, très 19e siècle, avec tout ce qui existait à Nice, peut-être Alexandrie. En architecture allemande, ça existe. Dans une moindre mesure, mais plutôt privé. Il y a un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Splendide, vraiment. Eh bien, mon propos, c'est faire une promenade donc dans l'esprit du 19e siècle auprès de Nietzsche quand même. En philosophie, Nietzsche a inventé une notion très forte et très excentrique. Convalescence. Maître mot, à mon avis, de Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. Il y a plusieurs mots, anecdotes persan, je dirais. C'est une livre entièrement persan, oriental, du goût de Goethe, de son western divan. Bon, convalescence, voilà le nom pour le sanatorium. Ça vient d'un certain latin, donc toutes ces pratiques de bain et de santé, des stations balnéaires. Juste en face de moi, en fait, il y a Nicosie. L'autre côté de Marmara, il y a cette station balnéaire des Byzantins, des Romains de l'Est. Voilà, Antoninato en savait quelque chose, en fait, en écrivant l'histoire de Héliogabale, l'anarchiste Chroné, ce soi-disant roi, nouvel empereur de Rome, qui venait de Syrie avec son pompe
incroyable en traversant toute l'Anatolie. Et il s'hébergeait un moment à Nicosie aussi, qui est très connu avec les stations balnéaires, thermales plutôt en fait. C'est pas la mer qu'il s'agit, mais les thermaux. Et oui, c'est une zone de earthquake. Il y a des mouvements sismiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'îles. Alors je suis dans une autre île, c'est pas Prinkipi, mais qui s'appelle Halki. Halki, ça ressemble à un mot turc Halk, qui veut dire peuple. Je veux dire que c'est l'île du peuple, mais non, je ne crois pas. Les Grecs avaient un autre sens de nommer les choses. Bon, je connais quelques plaisanteries concernant toutes ces îles qui viennent de la vie pompeuse du last century. Chaque île avait des mœurs différentes. Bien sûr, Prinkipi était très chic, élégant, de haute société. Mais Halki était toujours populaire. Un lieu de, je dirais, prostitution soft, pour ne pas dire des bêtises. Enfin, Saïd Faïq a fait des allusions. Alors, comme je me suis installé dans ma chambre à part, à Virginia Woolf, peut-être je peux descendre au bord de la mer pour voir les lieux où je vais passer mes journées d'exil. Alors, là où j'ai descendu à la mer, il y a des petites chevalines qui ne faut pas effrayer. Il y en a deux, je vois de loin. C'est fantastique. Ils sont en toute liberté. Ils se promènent librement. Enfin, en hiver. Je suis descendu au bord de la mer. À la vue des chevaux et chevalines, je me suis déjà guéri. Et je suis au-delà de la convalescence. La vie est trop simple alors. Alors, sanatorium, et ça marche très bien donc. Ils ont mis 4 chevaux et tout traitement est fait. Alors je pars. J'étais tout à l'heure très heureux, maintenant je suis confus profondément à la vue de ces 3 chevaux plus 1. C'est exceptionnel. C'est un spectacle pour moi, pour vous, mais ce qui est exceptionnel, c'est leur passe-temps et c'est leur liberté en laisse. En fait, en hiver, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas trop jeunes. Ici, dans les îles, ils travaillent dans les chariots. Bon, ils ne sont pas toujours des maîtres très gentils, mais ici, vraiment, ils se réjouissent de la nature. Il fait beau aujourd'hui. Moi aussi, j'ai envie de me baigner un peu. Dans les prochains jours, ça sera peut-être pire parce que nous n'aurons peut-être plus de contact avec le monde qui reste. Et il y a beaucoup d'interdits et de coupés de relations, surtout dans les réseaux internationaux et informatiques. Bon. Mais ce matin, je suis heureux et personne ne peut empêcher ça. Je suis dans mon sanatorium, j'ai une petite île à moi et j'ai 3 chevaux et un plus. Et puis, je me sens dans la dernière séquence d'un film de Fellini ce matin. Oui, après hier soir sur les anagrammes, alors ce matin, je me suis bien réveillé. Oui, j'ai bien dormi, j'ai bien rêvé, j'ai bien senti la vie. Eh bien, ce matin, la nature me donne un petit cadeau. Et quand la nature nous donne un cadeau, on ne peut pas dire non, j'ai un travail, je ne peux pas l'apprendre. Non, c'est contre nature.
Oui, la nature fait son travail en fait. Elle n'est jamais dépressive. Parfois, il y a des tensions atmosphériques, mais elle défonce en fait, elle se décharge, et elle va mieux le lendemain matin. Alors la nature m'a envoyé 1000 signes, 1000 traces avant de m'inviter ce matin ici dans son sein. Et je vois maintenant les origines, presque les origines des traces et des signes qu'il m'a envoyés. Je ne dis pas que je suis dans le signifié transcendantal, mais quand même, quelque chose comme ça, la nature. J'ai dit un jour, en fait, depuis 25 jours, j'ai fait 25 films. Dans de ces films, j'ai dit que je suis frustré par les interactivités informatiques, mais je me demande, avant d'être frustré par quelque chose d'électronique, il faut être frustré vraiment d'autre chose. Ça, il faut y aller dans ce sens-là. Donc, je me demande si la nature m'a frustré. La nature en tant que telle, autant que je l'ai trouvée, non. Mais on est dans une distance toujours respectueuse, n'est-ce pas, avec la nature. Quant à la nature chez l'humain, alors ça peut être frustrant, mais attirant aussi. Qu'est-ce que ça veut dire la nature? La nature brute, soulevée, comme disait Kant dans la théorie des sublimes, en fait. La nature nous fait sentir quand elle est soulevée, quand elle est brute, dans l'état brut, et non pas soumise. Je n'aime pas une nature soumise, parce que la nature est partout. Je trouve des traces seulement, les petites portions. Et ces portions soumises, et je le sauve. Je le sauve de la violence et indifférence humaine. La nature est précieuse, bien sûr. J'ai trouvé un endroit où il y a pas mal d'années, j'avais filmé l'un de mes films, Jonas, histoire de Jonas biblique, préparatoire, quelque chose comme ça, le titre. Voilà, je crois que préparatoire propédeutique. Propédeutique, ça veut dire déjà préparatoire ou introduction, mais je faisais allusion au fait d'être prophète en fait, avoir appel d'être prophète de Jonas, ou bien tout simplement l'appel par Dieu de Jonas. Donc c'est ici que j'avais filmé ce film, et j'ai trouvé aussi une matière de cuivre. Toi, t'en parlais de mouvement dans l'espace et du temps, toujours mouvement et de repos, et la nature brute soulevée. Est-ce que maintenant, tu as trouvé du repos? Oui, j'ai trouvé. Bon, tu as tellement parlé du mouvement et du repos qui n'existe dans l'espace et du temps, de la nature soulevée et la nature brute. Est-ce que maintenant, tu as trouvé du repos, finalement? Oui, je l'ai trouvé. Est-ce que ce voyage pour trouver ce repos était facile pour vous? Non, c'était difficile. Est-ce que tu veux un peu te reposer dans ta chambre de sanatorium? Non, je suis bien ainsi, dans la nature. Tu as parlé de Thomas Mann, de montagne magique. Est-ce que tu te sens vraiment maintenant dans la montagne magique? Non, c'est une autre époque. Et si tu vas parler aussi de Robert Musil, L'homme sans qualité, là où l'auteur disait que Thomas d'Aquinas, quand il a fini son œuvre Somnum Theologicum, il est sorti finalement de la maison. Et toi, hier soir, je crois, tu as fait ton Somnum Philosophicum, n'est-ce pas?
de l'anagrammatologie, c'était près de 45 minutes. Et tu es sorti pour ça ce matin? Oui, c'est comme Thomas, je suis sorti. Tu avais fait un petit hommage à Pierre Klossowski, soit à la monnaie vivante, soit au tableau volé dans tes films. Est-ce que tu te sens un peu comme Klossowski, d'une part produisant des images et d'autre part de la théologie philosophique? Oui, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas l'auteur. Vous aimez, je crois, des postures et des gestures et des paroles, des actes de parole. Est-ce que vous croyez encore que c'est possible que dans notre époque, qu'on peut faire de la tragédie ou de grandeur? Oui, je le sais, au moins. Peut-être que vous serez ici comme dans les monastères des Templiers pendant les croisades ou après la dissolution, et vous y pensierez peut-être aller au-delà des... Je n'ai pas compris la question, mais je ne mélange pas la théorie avec la pratique. Bon, alors, je vous souhaite une bonne convalescence. Merci. Moi aussi, je m'essaye dans l'écriture. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ah non, je suis logocentrique. Je ne vois pas plus loin que mon ventre bleu. Ah, vous êtes toujours aussi Jonas qu'auparavant. C'était le poète Babitz qui disait, ou Feu disait, Feu dire à Jonas, mon ventre bleu, ou bien Dieu qui accusait Jonas de ne voir pas plus que son ventre bleu. Oui, vous avez de bels souvenirs du ventre bleu. J'en ai écrivé. Oui, c'est juste, vous avez de justes souvenirs concernant le ventre bleu de Babitz ou de Jonas. J'avais travaillé sur le sujet, mais pas jamais, plus jamais. Mais pourquoi vous parliez tout à l'heure de couleur pourpre de novembre, de Tracle? C'est pas un peu la même chose? Si on voit du côté des couleurs, oui, c'est un peu la même chose. Ventre bleu et couleur pourpre de novembre. Oui, l'un jeunesse, l'autre vieillesse. Mais vous aviez dit un jour dans vos écrits que couleur pourpre, c'était couleur cléricale, donc il y a toute une chimie de produire cette couleur pourpre. Oui, dans l'Antiquité, c'était produit par le mollusque dans la mer. C'était difficile, une chimie vraiment forcée. Il y a toute une littérature concernant couleur pourpre, mais à mon avis, le point crucial, c'est pas la tâche de la production, mais le sens, le symbole de pourpre. Alors, pourquoi Woody Allen a intitulé l'un de ses films La rose pourpre de Caire? Je ne sais pas, mais il en sait peut-être quelque chose. Alors, que représentait-il, selon vous, ce tableau fameux volé? Je ne sais pas, mais tout le monde est dans l'enquête et je suis un peu dans le loin de ça. Si traque les missiles en plus, peut-être James Joyce en savait quelque chose, Umberto Eco sacherait davantage. Eco savait, mais il n'a pas dit à Enis Batur. Vous pensez qu'en Turquie, il y a quelques-uns qui savent encore plus?
Non, c'est plutôt de la turquoise. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous vous installant dans cette petite chambre de sanatorium, d'avoir déjà y habité? Oui, vous avez bien deviné. À Montparnasse, en fait, pendant l'armistice, j'avais une chambre exactement pareille, dont la concierge était Ginette et son mari, Henry. Vous pensez que la schizophrénie est contagieuse? Non, pourquoi? Bah, à ma connaissance, en fait, en faisant votre biographie, j'ai trouvé une certaine Ginette que dans son enfance avait connu Antonine Artaud et elle s'est suicidée en incendiant sa chambre dans le sanatorium. Et en plus, près de Montparnasse, à la rue Tolbiac, et c'était votre professeur qui était quand même, je ne donne pas le nom, mais il connaissait quand même Gilles Deleuze et Guattari, non? Je ne vois toujours pas le rapport. Bah, à vrai dire, je n'ai aucune place des anagrammes dans ma vie privée. Je peux vous tout raconter en fait. J'ai vécu à Montparnasse dans une chambre et ce n'était pas sanatorium, ce n'était pas rue Tolbiac, mais mon voisin de palier, oui, c'était le fils de Jacques Derrida, tout simplement. Bon, alors, dans les anagrammes de votre biographie, tout est falsifié. Racontez-nous alors ça dès le début. Oui, d'accord. Bah, mon fils, les anagrammes ne disent jamais vérité et jamais mensonge. C'est au-delà de vérité et de mensonge. La chambre à Montparnasse, c'était exactement la chambre dans laquelle j'étais ce matin dans le sanatorium. C'était pas un sanatorium, mais je le trouvais. Il s'agissait pendant l'armistice d'un quartier complètement assiégé. Je ne sais pas combien d'hectares, mais c'était assez large. Je parle tout un quartier était fermé, comme un ghetto, complètement bloqué. Entrée et sortie est interdite. C'était complètement vidé, déporté. Et là, je me suis installé dans une chambre vide, avec le souvenir, avec les spectres. Bah, j'ai trouvé presque par hasard ce quartier, cette chambre. Il y avait des Russes blanches qui venaient à Paris, tout exilés, mais ils étaient assez armés, dangereux. On essayait de ne pas se croiser dans les corridors, mais il y avait un bâtiment énorme, complètement vide. On ne savait pas, on ne voulait pas qui restait dans quelle chambre. On essayait de ne pas se croiser dans l'entrée et sortie. Tout le monde était armé, sauf moi, que j'étais étudiant, et j'avais un courage, je ne sais pas, une sorte d'innocence glorieuse. Je me sentais intouchable par mon innocence et ignorance, docte d'ignorance. Bon, j'ai exercé une vie assidue comme dans une monastre. Oui, peut-être dans mes rêves, je me suis identifié au chevalier, etc. Mais ce sont des romans, mon enfant. Et combien de temps avez-vous resté dans ce quartier, dans cette chambre? Une fois que je me suis installé, j'ai resté jusqu'à m'être chassé, 10 ans. Bon, j'ai connu l'un des fils de Derrida. Oui, il avait écrit une thèse sur Thomas d'Aquinas, exactement. Il n'a pas continué peut-être ses études de philosophie. Mais bon,
ce souvenir m'embrasse un peu. Ben, pendant 10 ans, quand même, le quartier n'était pas fermé. Non, bien sûr, c'était une époque passagère. Tout était en reconstruction, en démolition. Et on a démoli, on a fait toute une architecture postmoderne, inhumaine. J'ai oublié le nom d'architecte, mais il y a eu beaucoup de résistance contre ce projet urbain. Mais j'ai réussi dans un petit coin, intact, assidu, et les gens armés des Russes blancs, ils sont partis. Et les nouveaux venus étaient plutôt agréables, les Espagnols, Portugais, qui croyaient qu'ils parlaient français, mais on comprenait rien, mais il fallait dictionnaire. Bon, tout allait bien, mais sauf jusqu'à cet incendie terrible dans la chambre. Justement, on parle d'un incendie dans la chambre, dans les biographies anagrammatiques. Que s'agit-il? De quoi s'agit-il? Ben, c'était un soir comme n'importe quel soir. On était dans le fin fond de notre dormir et bon, c'est une petite panne d'électricité a fait une petite fête. On a appelé les pompiers, on a bu et tout. Enfin, jusqu'au matin, on s'est amusé. C'est rien de grave, quoi. Enfin, un petit incendie que j'ai un peu exagéré dans mes romans. Mais comment avez-vous connu Calderone, espagnol? La vie est un songe. Bah, c'est bizarrement, en fait, en traduisant Guy Debord, en fait, la société de spectacle, j'ai vu ce personnage dont je connaissais pas du tout. Et La vie est un songe m'a attiré, en fait, en tant que littéraire. Pendant mon visite d'Andalousie, j'ai suivi la piste de Calderon. J'ai étudié toutes ses œuvres. Et j'ai suivi cette piste jusqu'à la fin. Bon, je ne peux pas prononcer en latin cet anagramme célèbre dont l'un des titres de ce film de Guy Debord, en fait. En français, en fait, nous nous brûlons dans la nuit en nous tournant autour de nous. On se perd en se perdant, etc. C'est très touchant quand même comme anagramme. Oui, ça m'a marqué en fait, je ne connaissais pas les anagrammes, j'étais un jeune poète, je connaissais seulement des rimes, mais anagrammes, je trouvais enfin, je ne connaissais pas des profondeurs de l'anagramme. Je croyais que ce sont des petites choses ridicules, formelles, et je n'ai pas saisi la profondeur. Là, quand j'ai saisi, c'était trop tard. Et je l'ai saisi avec le livre, n'est-ce pas, La mort et l'échange symbolique de Jean Baudrillard, que j'aime beaucoup. Et j'ai rédacté ces traductions. Et là, j'ai compris l'anagramme. Effectivement, qu'il s'agissait, enfin, c'est pas ses propres mots, mais il s'agissait d'un état existentiel, ontologique, un état de fait. Il ne s'agit pas de poème, il s'agit d'un état, une situation dans laquelle nous nous trouvons. Là, effectivement, ce bouleversement, c'est incroyable. Mais j'ai connu l'anagramme, j'ai reconnu, je me suis rappelé de l'anagramme il y a vraiment quelques semaines. Et malgré toutes ces études sur la psychopathologie de la vie quotidienne, acte manqué, lapsus,
omission, faute, etc. Les anagrammes voulus, autre chose, c'est anagramme soumis, c'est autre chose. Alors, j'ai distingué ça hier soir. Alors, le 5 novembre 2016. Et ce matin, je te raconte, imagine la gravité du problème d'anagramme. Je suis bouleversé. Et ce soir, vous allez dormir tranquillement dans votre chambre de sanatorium. Oui, j'ai l'habitude de hiker, en fait. Je connais tous les spectres, les chiens aboyants, enragés. Tout est mon ami. Voilà, c'est l'endroit où il n'y a pas de présage, il n'y a pas de mauvais présage. Tous les corbeaux peuvent chanter librement. Voilà, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a tout. Je ferai une petite anamnésis à la Jean-François Lyotard. Je vais souvenir de lui. C'est lui qui m'a appris tout. Mais vous avez beaucoup de maîtres à qui se fier. Mais mon enfant, dans le sanatorium, il y a 3 étages, dans chaque étage 25 rooms. Et tout est vide et rempli de spectres. Tout est suffisant, et un plus. Alors vous avez dit que dans l'anagramme, on ne peut pas se distinguer le vrai et du faux. Est-ce qu'on peut distinguer schizophrénie et la santé de sanatorium? Non, c'est l'affaire des infirmiers, c'est pas l'affaire des philosophes. Alors, l'État et leurs fonctionnaires s'occupent de ce genre de choses. Notre affaire, c'est autre chose. Ce que nous cherchons, une petite conférence, une sorte de colloquium, un symposium, soit sanitarium, soit une station balnéaire, soit thermale, soit une benne romaine, soit une benne turque. Voilà, c'est une communauté de n'importe quoi. Une communauté inavouable, comme dit Blanchot. Une communauté insoupçonnable. Une communauté de ceux qui n'ont pas de communauté. Mais c'est qu'il faut communiquer, comment communiquer. Voilà, nous n'avons pas d'a priori. Bienvenue. Voilà, in last century, Klossowski, Blanchot, quoi d'autre? Tout à l'heure, j'ai oublié leur nom. Ils savaient se communiquer sans communiquer. Bataille, Klossowski, mon ami Jean-René. Mais les autres, en fait, Deleuze, Derrida, Foucault, sont des théoriciens. Théoriciens et convenables. Mais ceux qui cherchaient une communication après l'armistice, pendant la guerre, c'était Blanchot et Klossowski. Là, ce sont des maîtres des sanatoriums. Et Antonin Artaud, maître des asiles. Et Lacan, directeur des asiles. Mais si tous ces gens-là, Blanchot, Artaud, Klossowski, ceux qui a connu pendant son enfance, Artaud, étaient vos copains, amis, alors pourquoi vous avez encore des références hier soir, Hallaj, assassin, etc. Pourquoi Hassan Sabbah? Pourquoi ces références orientales? Pourquoi les Templiers?
soyez républicain, qu'est-ce que ça veut dire? Laïque, séculaire, vous aurez beaucoup de clientèle. Ah oui, mon clientèle à moi, c'est le bar du coin, n'est-ce pas? Le bar du coin, ça devrait être à New York. Le bar. Comme il n'y a plus de banquets, comme il n'y a plus de symposiums, comme il n'y a plus de conférences des oiseaux, comme il n'y a même pas d'oiseaux, un petit corbeau me satisferait, alors il faut que j'attends la retraite et j'ouvre un petit coin de café. Alors, la réponse. Il faut lire Goethe, n'est-ce pas? Ou bien, il faut lire d'abord autre chose et après Goethe. Mais il faut lire Goethe. Et pour l'instant, je ne peux pas parler parce qu'un petit papillon a posé sur mes épaules.